La réalité est une projection de la conscience supérieure. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un des chercheurs les plus en avance sur son temps que j'ai eu la chance de rencontrer au Congrès international sur les sciences de la conscience à Tucson en Arizona. Il s'appelle Donald Hoffman, il est enseignant à l'université d'Irvine en Californie et auteur de la théorie des agents de conscience. Dans cette interview, il nous dit que la réalité n'est pas objective mais que c'est nous qui la créons. En fait, il dit que nous ne sommes pas juste ce corps et ce mental. Il nous dit que nous serions un fragment de cette puissance infinie qui anime le tout et qui crée cette réalité. Il s'appuie sur des arguments solides en physique, en neurosciences, en sciences cognitives, pour nous faire comprendre que la science est en train de changer. Et que le paradigme lui-même, le paradigme scientifique, notre vision du monde, est en pleine transformation. Ça mérite le coup d'œil, ça mérite toute votre attention. Cette interview est disponible en langue originelle, en anglais, ainsi qu'en français. Soyez les bienvenus sur la chaîne Supra Sapiens, et je vous souhaite une bonne écoute. Donald Hoffman, bienvenue. Nous sommes à Tucson, en Arizona, pour le 30e congrès sur la science de la conscience. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est vraiment un honneur de vous recevoir. Merci Sarah, c'est un plaisir d'être ici, et merci de m'avoir invité. Vous êtes professeur en sciences cognitives à l'Université de Californie, Irvine. Oui, Vous êtes aussi l'auteur de plus de 120 articles scientifiques et de 4 livres, dont The Case Against Reality. Vous avez développé une nouvelle théorie de la conscience qui change complètement notre perception du monde et nous plonge dans un nouveau paradigme scientifique. Avant d'entrer dans votre théorie et la définition de la conscience, pouvez-vous nous dire quel est le paradigme scientifique actuel dans lequel nous sommes ? eh bien, pour mes collègues scientifiques qui étudient la conscience, la vision dominante est que l'espace et le temps sont fondamentaux et que les objets physiques, à l'intérieur de l'espace et du temps, font partie de la réalité fondamentale. Cela signifie que c'est le point de départ de toutes nos théories scientifiques. Qu'est-ce que cela signifie, la réalité fondamentale ? C'est ce que nous supposons être le point de départ de toutes les explications que nous allons donner. Donc le point de départ pour les explications scientifiques repose sur les objets physiques, dans l'espace et le temps, et non par la conscience. La conscience n'est pas le point de départ. Pour eux, elle est apparue très tard dans l'histoire de l'univers. La plupart de mes collègues qui l'étudient adoptent une perspective où la conscience n'est pas fondamentale. Elle serait créée par des processus cérébraux, voire par d'autres mécanismes. Peut-être même qu'un programme d'intelligence artificielle pourrait, un jour, selon eux, engendrer la conscience. Alors, puisque c'est la vision dominante aujourd'hui, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait apporté des résultats convaincants. Pourtant, et c'est ce qui est frappant, c'est que si l'on prend toutes les expériences conscientes, donc par exemple, le goût du chocolat, l'odeur de l'ail, la sensation d'un mal de tête, la perception de la couleur jaune, et bien d'autres, alors combien d'entre elles, les théories scientifiques actuelles parviennent-elles réellement à expliquer ? Eh bien, la réponse est 0. Aucune expérience consciente spécifique n'a pu être expliquée par les théories physicalistes. Et bien que ce soit la vision dominante, il y a une certaine inquiétude dans le domaine des neurosciences classiques, car, en réalité, les explications sur les expériences conscientes ne progressent pas. Les recherches n'aboutissent pas. C'est ainsi que la plupart des chercheurs perçoivent la situation. Ils reconnaissent qu'il y a un problème, pourtant, ils continuent de penser qu'il doit forcément exister un modèle physique ou fonctionnel qui soit valable. Et si on regarde du côté des fonctionnalistes, qui estiment que la conscience repose sur des processus algorithmiques, eh bien, même eux n'ont aucun succès pour expliquer la cause des expériences conscientes. Il n'existe donc aucune expérience précise, comme le goût du sel, qu'ils soient capables d'expliquer. Voilà où en est le domaine aujourd'hui. Ils partent du postulat que la conscience émerge de la matière physique et que celle-ci est fondamentale. Et pourtant, ils n'ont jamais réussi à expliquer la cause de la moindre expérience consciente. À quel point est-ce important pour la science d'expliquer les expériences conscientes ? C'est maintenant l'un des grands problèmes ouverts, je dirais. Il y a 30 ou 40 ans, il n'était pas considéré comme respectable pour les scientifiques de vraiment s'y consacrer. Mais depuis le début des années 1990, en partie parce que Francis Crick a déclaré que nous devions résoudre ce problème, beaucoup se sont dit « Mister ADN a dit que nous devons étudier cette question ». Ainsi, les gens ont commencé à s'y intéresser sérieusement. Et il s'est avéré que c'était bien plus difficile que prévu. Ils pensaient pouvoir régler cela en quelques années, mais ils n'ont toujours pas réussi à expliquer l'origine d'une seule expérience consciente spécifique. Au final, nous sommes toujours dans ce même paradigme. Et le paradigme dominant repose donc sur l'idée que l'activité cérébrale engendre des expériences conscientes. Et les recherches continuent dans cette direction. Alors bien sûr, cela mène à d'importantes avancées en neurosciences, donc ce n'est pas perdu. Mais selon moi, c'est une mauvaise piste pour véritablement comprendre la conscience. Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau est précieux en soi, mais cela ne nous aidera pas à saisir la nature de la conscience.
Mais ce paradigme matérialiste dit aussi que la vie est créée à partir de la matière. C'est ce que vous disiez au sujet de l'espace-temps, des objets et de la réalité. Nous ne parlons pas seulement de conscience, mais aussi de l'apparition de la vie à partir de la matière, c'est ça? Oui, c'est aussi la vision dominante. L'univers aurait commencé par un Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Au départ, il n'existait que de la matière inanimée et de l'énergie. Puis d'une manière ou d'une autre, au fil de millions, voire de milliards d'années, ces éléments se seraient transformés en formes complexes qui, par un processus encore mal compris, auraient acquis la capacité de se reproduire. Ce serait ainsi que la vie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, aurait émergé. Mais encore une fois, il y a une inconnue majeure. Personne ne sait comment des systèmes chimiques non reproducteurs auraient soudainement acquis la magie de la reproduction, ce qui est un élément essentiel pour que le processus évolutif darwinien puisse opérer par sélection naturelle. Ainsi, tout comme il existe une interprétation physicaliste de la conscience, il y a aussi une interprétation physicaliste de l'origine de la vie. Ces deux visions dominent encore aujourd'hui le paysage scientifique. Et pourtant, 99% des scientifiques, je parle des vrais chercheurs dans le domaine, pas de ceux qui se contentent d'en parler, 99% sont physicalistes, que ce soit en biologie ou en sciences de la conscience, et ils reconnaissent qu'il y a des tensions, des choses qu'ils ne parviennent toujours pas à expliquer depuis leur perspective. Quand on parle de conscience, existe-t-il différentes définitions? Un état de conscience, une expérience subjective, la sensation d'être un soi, la conscience de soi, la sentience? Qu'est-ce que la conscience? Eh bien, il y a de nombreuses choses auxquelles les gens peuvent faire référence lorsqu'ils parlent de conscience. Comme vous l'avez mentionné, cela peut aller de la simple sentience au soi. Mais quand je parle d'expérience consciente et de conscience, j'évoque des exemples concrets tels que ressentir le goût du sel, entendre le son d'une flûte, sentir l'ail, voir la couleur rouge. Ce sont ce que l'on appelle parfois des qualia, des expériences conscientes spécifiques. Et c'est là que le problème commence. À ce stade, il n'est même pas nécessaire d'aborder la question du soi, qui rendrait les choses encore plus complexes à vrai dire. Nous n'avons pas besoin d'aborder quelque chose d'aussi complexe que le soi. La question est, comment obtenir une théorie scientifique de mon expérience de la couleur rouge? Quand je vois une tomate rouge, comment expliquer la cause de cette perception du rouge? En fait, la seule chose que nous connaissons, ce sont les parties du cerveau qui sont actives lorsqu'on perçoit la couleur rouge. Nous n'avons aucune théorie scientifique qui expliquerait comment cette zone, cette activité neuronale pourrait générer l'expérience de la couleur rouge. En fin de compte, nous pouvons seulement identifier ce qu'on appelle des corrélats neuronaux de diverses expériences conscientes. Cela dit, connaître ces corrélats neuronaux, ce n'est pas du tout avoir une théorie sur l'origine de la conscience. Donc le mystère demeure. Pourquoi ces neurones particuliers, situés dans la zone FIG4 du cortex visuel, s'activent-ils précisément lorsque nous expérimentons des couleurs? Nous savons que cette corrélation est présente chez de nombreux individus, mais nous n'avons aucune idée de la manière dont cette activité neuronale pourrait engendrer l'expérience subjective de la couleur rouge. Nous n'avons littéralement aucune théorie à ce sujet. Pouvez-vous expliquer votre théorie? Et comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Eh bien, oui. J'ai été assez impressionné par les gens qui travaillent dans ce domaine. Ce sont mes amis, mes collègues, et il y en a beaucoup que je connais bien. Ils sont brillants, ce ne sont pas des idiots, mais des gens réellement intelligents. Et pourtant, ce problème reste irrésolu alors qu'ils y travaillent depuis des décennies maintenant. J'ai donc commencé à me demander si nous ne faisions pas fausse route, et si l'espace, le temps et les objets physiques n'étaient pas ce qu'il y a de plus fondamental dans l'univers. Je me suis donc dit, pourquoi ne pas partir d'un postulat inverse? Prenons l'expérience consciente elle-même et la conscience comme fondamentale. Après tout, ce n'est pas une idée nouvelle, n'est-ce pas? Les traditions spirituelles le disent depuis des millénaires, qu'elles soient orientales ou occidentales. En revanche, ce qui serait véritablement nouveau, c'est d'y ajouter des mathématiques et de faire des prédictions testables expérimentalement. Prouvons qu'il est possible de montrer comment l'espace et le temps émergent d'une théorie où la conscience est fondamentale, au lieu de supposer, comme tout le monde le fait, que l'espace et le temps sont fondamentaux et que la conscience en découle. Si nous voulons changer de paradigme et être pris au sérieux dans le domaine scientifique, alors nous devons démontrer avec une précision mathématique ce que nous entendons par conscience. Nous ne pouvons pas simplement agiter les mains et dire « c'est la conscience ». Non, il faut formaliser une structure mathématique qui définisse précisément ce concept. Ensuite, nous devons montrer comment cette structure, peut-être à travers une dynamique interne, pourrait donner naissance à ce que nous appelons le Big Bang, au processus d'évolution de la vie, et enfin, à l'émergence de la conscience. C'est une tâche ardue, n'est-ce pas? Et c'est normal. Après tout, les scientifiques ont entièrement raison d'être sceptiques. Les gens parlent de la conscience depuis des millénaires, sans produire aucun résultat tangible pour autant.
Et les physicalistes ont ce problème. Ils disent « Bien sûr, nous allons créer la conscience à partir de la matière physique. » Et moi, je leur réponds « Très bien, alors montrez-m'en une. » Mais voilà, ils sont incapables d'expliquer ne serait-ce qu'une seule expérience consciente. Maintenant, retournons la situation. Ceux qui placent la conscience en premier et qui considèrent les processus physiques comme des projections ou des dérivés de la conscience elle-même devraient, en toute logique, être soumis à la même exigence scientifique. L'attitude rationnelle serait alors de nous dire « D'accord, alors montrez-m'en une. Donnez-moi un processus physique spécifique que vous pourriez expliquer et qui découlerait de la conscience. » Et la réponse est la même. Nous n'en avons aucun non plus. Mais la différence, et c'est aussi mon objectif, c'est de montrer qu'il est beaucoup plus facile, je ne dis pas facile, mais beaucoup plus facile, de commencer par la conscience et d'en déduire ensuite les processus physiques. C'est plus facile dans le sens où c'est réalisable. En revanche, je pense qu'il est tout simplement impossible de partir de la matière physique pour générer des expériences conscientes. Mais il y a aussi quelque chose avec la matière. Quand on essaie de s'approcher très près de la matière, il se passe quelque chose à travers les instruments de mesure. En fait, quand on cherche à mesurer de près, il ne reste rien. Il n'y a plus rien. C'est exact. Donc vous avez là une autre preuve que le physicalisme ne peut pas fonctionner. Et c'est ce que les théories physicalistes elles-mêmes nous disent, que la notion d'espace et de temps, l'espace-temps d'Einstein, s'effondre à 10 puissance moins 33 cm et 10 puissance moins 43 secondes. Pourquoi cela ? Lorsque vous essayez de mesurer des choses extrêmement petites, que devez-vous faire ? Vous utilisez un microscope de plus en plus puissant pour observer des détails toujours plus fins. Et que fait ce microscope ? Il vous fournit des longueurs d'onde lumineuses de plus en plus courtes, permettant ainsi de distinguer des structures toujours plus petites. La mécanique quantique nous dit que nous pouvons réduire ces longueurs d'onde autant que nous le souhaitons. Mais voici le problème. Plus la longueur d'onde diminue, plus l'énergie nécessaire augmente. Et c'est là que les choses se compliquent. Quand vous cherchez à obtenir une résolution toujours plus fine, l'énergie augmente. Einstein nous a appris, à travers la relativité restreinte, que matière et énergie sont deux aspects d'une même réalité, elles se transforment l'une en l'autre. Autrement dit, l'énergie possède une masse. Et lorsque vous concentrez de plus en plus de masse dans une région minuscule, l'espace-temps se courbe. Et alors, vous atteignez un point critique. Au moment où l'on atteint 10 puissance moins 33 cm, l'espace-temps se courbe tellement qu'il s'effondre en un trou noir. Ainsi, plutôt que de mesurer ce que vous cherchiez, eh bien vous le détruisez. Mais c'est quoi un trou noir ? Un trou noir est un endroit dont on ne revient pas. Une fois à l'intérieur, il est impossible d'en sortir. Tout le monde a déjà vu des films où il est question de trous noirs. On sait qu'il vaut mieux ne pas trop s'en approcher. Car si vous êtes aspiré, c'est fini. Et si vous tentez d'aller plus loin, en ajoutant plus d'énergie et en réduisant encore la longueur d'onde, le trou noir ne disparaît pas, il s'agrandit. Il n'y a donc aucun moyen de contourner cela. À ce stade, l'espace-temps n'a même plus de sens. Donc cela signifie que la matière n'existe pas par elle-même ? Vu que si on va plus près, il y a un trou noir. Ça veut dire que la matière n'existe pas ? Eh bien, il existe des théories sur ce qui se passe de l'autre côté du mur d'un trou noir. Il y en a beaucoup d'intéressantes. Nous ne savons pas exactement ce qui s'y trouve, mais certains pensent que l'espace et le temps inversent leur rôle et que ces trous noirs possèdent une structure intrigante. Pourtant, rien n'indique qu'il soit possible d'en ressortir. Une fois que vous y entrez, vous ne pouvez plus en sortir. De notre point de vue, c'est là que le concept d'espace-temps s'arrête. Le cadre actuel suppose que l'espace-temps est fondamental. De ce fait, et je précise que ce sont des physiciens théoriciens des hautes énergies qui le disent, cela implique que l'espace-temps ne peut pas être fondamental. En réalité, ils affirment que l'espace-temps est condamné, qu'il est voué à disparaître. Mais alors un trou noir pourrait-il être fondamental ? Vu que si on s'approche, on trouve un trou noir, ou on en crée un, alors, dans ce cas, est-ce que le trou noir peut être fondamental ? Je ne pense pas. Et aucun physicien ne prétend cela. Du moins pas cette nouvelle génération de physiciens théoriciens des hautes énergies qui disent que l'espace-temps est condamné. Ils ne disent pas que l'espace-temps est condamné et que nous allons le remplacer par des trous noirs. Ils affirment plutôt que nous devons sortir complètement de la notion d'espace-temps et de la théorie quantique. Les trous noirs sont issus de la relativité générale d'Einstein, mais pour réellement les comprendre, il faut maîtriser à la fois la relativité générale et la mécanique quantique. Ce que disent ces nouveaux théoriciens de la physique des hautes énergies, c'est que nous devons abandonner complètement l'espace-temps et la théorie quantique en tant que cadres fondamentaux et chercher de nouvelles structures mathématiques qui existeraient en dehors de l'espace et du temps. Pourquoi dit-on que la théorie quantique est fondamentale ? Alors, une des raisons pour lesquelles les gens pensent que la théorie quantique est fondamentale, c'est que la physique newtonienne présentait certaines lacunes. Elle ne pouvait pas expliquer la chimie. Elle n'avait tout simplement pas les outils pour comprendre ce qui s'y passe.
L'un des grands succès de la théorie quantique, à la fin des années 1920 et au début des années 1930, a été d'apporter, pour la première fois, les outils mathématiques permettant de comprendre la chimie. À travers les particules? À travers les particules, Pour simplifier? oui, donc les particules élémentaires, comme les électrons. La physique quantique nous a permis de comprendre leur comportement pour la première fois. Newton ne pouvait pas faire cela. Et bien sûr, les électrons sont essentiels à la chimie. Donc une fois que nous avons enfin compris comment observer leur comportement, ainsi que celui d'autres particules comme les protons et les neutrons, nous avons pu commencer à comprendre la chimie. Nous avons découvert que les protons et les neutrons ne sont pas fondamentaux. Ils sont composés de quarks et de gluons, qui sont plus fondamentaux, du moins dans nos modèles actuels. Donc cette théorie l'emporte? C'est ce qu'ils pensaient, que la théorie quantique était fondamentale parce qu'elle expliquait tout cela. Donc, pendant une période, cette idée a prédominé, et beaucoup la partagent encore. Mais nous réalisons maintenant que l'espace-temps et la théorie quantique sont profondément connectés, qu'ils se rejoignent. On cherche donc de nouvelles structures en dehors de l'espace-temps, qui donneront naissance à la fois à l'espace-temps et à la théorie quantique. Et ces structures, ce sont lesquelles? Et ces nouvelles structures ont un nouveau nom amusant. Les géométries positives. Ce sont des structures géométriques totalement extérieures à l'espace-temps. Il n'y a donc aucune notion de dynamique. Rien ne bouge. Ce sont juste des structures fixes. Des diamants, si l'on veut. Leur géométrie et leur volume encodent des informations essentielles permettant de comprendre comment les particules interagissent dans l'espace-temps, via ce qu'ils appellent les amplitudes de diffusion. Il y a à peine 10 ou 12 ans, les chercheurs ont commencé à regarder en dehors de l'espace-temps et y ont découvert ces géométries positives, telles que les amplituèdres, polytopes cosmologiques, associaèdres, etc. Elles permettent d'effectuer des calculs sur les interactions des particules de manière bien plus simple. Par exemple, une interaction de particules appelée gluon à l'intérieur de l'espace-temps peut nécessiter des millions de termes et des centaines de pages d'algèbre. Alors qu'avec ces géométries positives, le calcul devient incroyablement plus simple, parfois réductible à 4 ou 5 termes seulement. Donc cette théorie l'emporte? Eh bien, oui, car c'est plus simple d'une certaine manière, et cela met en évidence de nouvelles symétries. C'est pourquoi, en ce moment en Europe, le Conseil européen de la recherche a financé une étude de 10 millions d'euros sur ces sujets. Un premier atelier a eu lieu en février, réunissant plus d'une centaine de mathématiciens et physiciens spécialisés en mathématiques qui se sont lancés dans l'exploration des géométries positives. C'est donc un domaine entièrement nouveau. La science s'éloigne désormais de l'espace-temps et de la théorie quantique de manière significative. Ils cherchent désormais à démontrer comment ces nouvelles structures fondamentales pourraient donner naissance à l'espace-temps et à la théorie quantique. Alors les scientifiques devraient suivre ces nouvelles découvertes? Oui, C'est ce que vous avez fait en réalité, de suivre cette nouvelle perspective. Par ailleurs, à travers votre travail, vous avez étudié notre perception de la réalité. Pouvez-vous nous en dire plus sur la réalité telle que nous la percevons? Et sur votre livre The Case Against Reality, et comment cela est lié à la conscience et à votre théorie? oui donc, il y a deux questions distinctes ici. La première concerne la relation entre la conscience et le monde physique, ce dont nous avons déjà parlé. Mais il y a une autre question fascinante. Quel est le lien entre nos perceptions et ce que pourrait être une réalité objective? Nos perceptions nous montrent-elles la vérité, ou du moins certaines vérités sur la façon dont le monde est réellement? Ce sont bien deux problématiques distinctes, mais nous verrons plus tard qu'elles sont liées. La plupart des gens ressentent intuitivement que nous ne percevons pas toute la réalité en observant le monde, et il y a seulement une part de vérité qui nous est accessible. Par exemple, si je regarde une table avec une pomme posée dessus, je crois voir une pomme et une table, et donc une certaine réalité, une certaine vérité. Quiconque dirait le contraire passerait pour un fou. Cependant, lorsqu'on étudie la perception humaine sous un angle scientifique, notamment à travers la psychophysique et les modèles bayésiens de la perception, on constate que nos perceptions ne sont pas de simples fenêtres sur une réalité objective, mais qu'elles participent activement à la construction de notre vision du monde. C'est ce que tentent de reproduire les systèmes de vision par ordinateur. Par exemple, dans le développement des voitures autonomes. Une partie de cette technologie repose sur ce que l'on appelle des systèmes de vision passive, qui consistent à placer des caméras sur des véhicules pour capter un flux vidéo, le traiter par un ordinateur, et permettre au système de comprendre son environnement afin d'éviter les obstacles comme les piétons ou les bornes incendie. Au cours des 30 à 40 dernières années, nous avons cessé de simplement théoriser sur la vision et avons véritablement entrepris de construire des systèmes de vision. Par exemple, nous cherchons à développer des systèmes capables de conduire des voitures et, à terme, d'intégrer des yeux aux robots pour leur permettre de voir. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous contenter d'hypothèses,
et de vagues explications. Nous devons réellement construire ces technologies. Et qu'observons-nous en procédant ainsi? Eh bien, nous découvrons que la caméra ne fait que capturer des données brutes. À un pixel donné correspond une certaine intensité lumineuse. À celui d'à côté, une autre intensité ou une autre couleur. En somme, tout ce que nous obtenons, c'est un immense tableau de pixels. Si l'image contient 1 million de pixels, par exemple 1000 par 1000, chaque point n'est défini que par une couleur ou une luminosité. C'est tout ce qui est enregistré. Il n'y a ni objet, ni table, ni chaise, ni pomme. Il n'y a que des nombres indiquant la couleur et l'intensité de chaque point. Pour transformer ces données en reconnaissance d'objets, il faut ensuite un logiciel extrêmement sophistiqué. Nos yeux ne voient pas la vérité. Ils perçoivent uniquement des variations de lumière, des intensités lumineuses que notre cerveau doit ensuite interpréter pour donner du sens à ce qui nous entoure. En réalité, nous ne percevons pas le monde tel qu'il est. Nous le reconstruisons. Ce que nous voyons est une interprétation, une reconstruction de la réalité. La plupart des gens diraient « D'accord, nous construisons ce que nous voyons, mais si cette construction est bien faite, alors elle correspond forcément à la réalité. » Mais est-ce vraiment le cas? Ce que nous pensons être la réalité pourrait bien être une simple reconstruction optimisée pour notre survie et non une image objective du monde. L'évolution ne cherche pas la vérité. Elle cherche l'efficacité. J'ai étudié cette question avec plusieurs chercheurs, notamment Justin Mark, Brian Marion, Chetan Prakash et Manish Singh. Et ce que nous avons découvert est surprenant. L'évolution privilégie la rapidité et l'économie d'énergie. Prenons un exemple simple. Si vous mettez 5 heures à identifier un lion dans la savane, c'est déjà trop tard, il vous aura dévoré. Vous n'avez pas besoin de voir la réalité dans ses moindres détails. Vous avez besoin d'un système rapide et efficace qui vous permette de réagir immédiatement. Plus vous dépensez d'énergie à percevoir et analyser, plus vous devez compenser cette dépense en trouvant de la nourriture. C'est une question de survie. Il vaut donc mieux un système approximatif mais rapide qu'un système parfait et coûteux. Il existe des pressions de sélection qui favorisent la rapidité et l'efficacité plutôt que la précision. De nombreux théoriciens de l'évolution, dont Steven Pinker, ont compris cela depuis longtemps. Dans son livre « Comment fonctionne l'esprit ?», il explique très clairement qu'il pourrait exister des pressions de sélection contre les croyances véridiques et même contre certaines perceptions véridiques. Même Steven Pinker pensait toutefois que les objets du quotidien, de taille moyenne, comme une pomme posée sur un bureau, étaient probablement perçus correctement la plupart du temps. Autrement dit, pour ce type d'objet, nous serions assez proches de la vérité. C'est donc ce que j'ai cherché à vérifier. Selon la théorie de l'évolution, existe-t-il une forte probabilité que nous voyons la réalité telle qu'elle est? Ou du moins, est-ce le cas pour les objets de taille moyenne? Et ce que nous avons découvert est tout l'inverse. Nous avons constaté que cette probabilité est précisément nulle. Il n'existe aucune chance qu'une de nos perceptions ait été façonnée par la sélection naturelle dans le but de nous montrer un quelconque aspect objectif de la réalité. Je dois cependant être précis dans mes propos. Je ne dis pas que c'est un fait que nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Je dis que rien dans l'évolution ne garantit que nos perceptions reflètent fidèlement la réalité objective. La théorie de l'évolution nous enseigne que la probabilité qu'un organisme ait été façonné pour percevoir un quelconque aspect de la réalité objective est précisément nulle. Pour la plupart de mes collègues, c'est une conclusion surprenante, car la sélection naturelle reste notre modèle le plus robuste pour expliquer l'évolution des systèmes sensoriels. En tant que scientifique, j'examine le meilleur modèle que nous avons sur l'évolution des systèmes sensoriels. Et ce modèle est formel. Vous ne voyez pas la vérité. Avec une probabilité de 1, nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est. Alors, que percevons-nous réellement? Une façon intéressante de voir les choses, c'est d'imaginer que l'évolution nous a donné un casque de réalité virtuelle. Imaginez que vous jouez à un jeu en réalité virtuelle, un univers immersif en 3 dimensions, comme si vous étiez dans Grand Theft Auto ou un jeu du même genre. Dans cette analogie, ce que nous faisons réellement, c'est interagir avec un superordinateur invisible, un système caché où nous manipulons des millions de bits en temps réel, dans un ordre extrêmement précis et rapide. Nous croyons voir un monde en 3 dimensions, mais en réalité, nous sommes simplement en train d'interpréter un flux de données. En réalité, c'est ce que nous faisons vraiment. Mais est-ce cela que nous voyons? Non. Si nous devions voir la réalité brute, nous ne pourrions pas jouer. Ce ne serait ni amusant, ni faisable. Au lieu de cela, ce que nous percevons, c'est un volant, un tableau de bord, une Ferrari rouge que nous tentons de dépasser. Nous voyons la pédale d'accélérateur et même un avatar de nos propres mains posé sur le volant. C'est une interface simplifiée, un monde reconstruit pour être compris et utilisé sans effort conscient. Quelque chose de plus sophistiqué. Quelque chose de sophistiqué qui vous aide à jouer. Et c'est le but. Vous voyez un volant, une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. Cela vous aide à jouer et à gagner. Ou à perdre, mais espérons-le, à gagner dans ce jeu. Le jeu de la vie. C'est exact.
Là, c'est dans l'exemple de la réalité virtuelle, pour gagner le jeu de réalité virtuelle. Et ce que l'évolution a fait, c'est de nous façonner avec un casque de réalité virtuelle que nous appelons espace et temps et objet physique, qui est notre monde virtuel, pour nous permettre de fonctionner dans le monde. Alors pourquoi cacher la vérité? Parce que la réalité sous-jacente, quelle qu'elle soit, est bien plus complexe et inexploitable. Si nous devions percevoir chaque bit d'information en temps réel, nous serions trop lents, trop inefficaces. Celui qui doit traiter chaque bit individuellement ne gagnera jamais le jeu de la vie. L'évolution ne nous a pas conçus pour voir la vérité, mais pour nous donner une interface fonctionnelle. Un peu comme l'écran d'un ordinateur, cette interface nous permet d'interagir efficacement avec la réalité, sans jamais savoir ce qu'elle est vraiment. C'est un choc pour le système, pour notre perception, mais c'est pourtant ce que nous enseigne la meilleure science que nous ayons, l'évolution. Se pourrait-il que la réalité soit faite de bits et d'informations? Certains théoriciens avancent une hypothèse fascinante. Et si la nature fondamentale de la réalité n'était pas seulement l'espace et le temps, mais plutôt une structure composée de bits? C'est l'idée des théories de la simulation, soutenue par des penseurs comme Nick Bostrom. Selon cette théorie, ni vous, ni moi, ni cette pièce, rien de tout cela ne serait la véritable réalité. Nous serions le produit d'un programme informatique, conçu par un programmeur dans un autre monde. Et ce programmeur, ainsi que son ordinateur, pourraient eux aussi être une simulation d'un niveau encore plus profond, ce qui signifie qu'il pourrait exister de multiples couches de simulation. Pour la plupart des théoriciens de la simulation, il existe un monde physique réel à la base. Ils ne rejettent donc pas complètement le physicalisme, mais affirment que notre conscience et nos expériences ne sont que des propriétés fonctionnelles de ces bits. C'est la perspective fonctionnaliste. Ce n'est pas le support qui compte, mais la fonction elle-même. Et si cette fonction est bien exécutée, alors elle peut engendrer la conscience. Peu importe le substrat sous-jacent. Mais je dirais encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, non seulement les théories physicalistes n'ont expliqué aucune expérience consciente, mais les théories fonctionnalistes non plus. Elles affirment qu'elles en sont capables, mais en réalité, elles ne l'ont jamais fait. Pas même pour une seule expérience consciente spécifique. Alors, on met ça de côté? Et bien sûr, La réalité ne peut pas être faite de bits et d'informations? c'est ça. Il y a autre chose? Oui. Quoi d'autre? D'accord, si j'ai mis cette approche de côté, c'est en partie parce que personne n'a la moindre idée de comment la faire fonctionner, et que toutes les tentatives jusqu'à présent ont échoué. Pas un seul succès n'a été obtenu pour expliquer une expérience consciente spécifique. Alors, où allons-nous à partir de là? Quelle direction prendre? Toutes les théories reposent sur l'hypothèse que l'espace, le temps et les objets physiques existent, et qu'ils possèdent peut-être certaines propriétés fonctionnelles. Elles affirment que si nous acceptons ce postulat, alors elles tenteront d'expliquer les expériences conscientes. Mais ces théories ne parviennent pas à expliquer la conscience. Elles doivent donc la supposer. Autrement dit, elles posent comme acquis l'existence de l'espace, du temps, des objets physiques, des bits et des fonctions. Puis elles sont contraintes de supposer l'existence des expériences conscientes, sans jamais les expliquer. Ce que je propose, c'est de renverser la perspective. Au lieu de supposer l'espace, le temps et la matière, commençons directement par les expériences conscientes et posons-les comme seule réalité fondamentale. Construisons un modèle mathématique où la conscience est le point de départ, puis remontons à rebours pour montrer comment émerge ce que nous appelons l'espace, le temps et les processus physiques. Autrement dit, plutôt que de prendre l'espace-temps pour une donnée de base et de lutter à intégrer la conscience, je propose l'inverse. Partir de la conscience comme fondement et démontrer comment l'espace, le temps et la physique en émergent. C'est l'approche que je développe actuellement. La conscience est fondamentale. Donc, votre théorie, c'est bien la théorie des agents conscients? C'est exact, oui. Donc en travaillant avec Chetan Prakash, Robert Prantner, Swapan Chattopadhyay et d'autres étudiants diplômés, nous élaborons une théorie dans laquelle nous avons ces entités définies mathématiquement que nous appelons agents conscients. Pour ceux qui connaissent les mathématiques, il s'agit de dynamiques markoviennes sur des espaces de probabilité. Ce sont les mathématiques que nous utilisons. Et ce que nous faisons, c'est d'abord d'analyser cela et voir si ça fournit un modèle adéquat de la conscience qui nous permettrait d'expliquer de nombreux phénomènes liés à la conscience. Les seuls postulats sur lesquels notre théorie repose, c'est qu'il existe à la base des expériences, comme le goût du chocolat, l'odeur de l'ail, la couleur rouge, etc., et que ces expériences peuvent interagir de manière probabiliste. Ça veut dire que si je vois du rouge maintenant, il pourrait y avoir une probabilité que je vois du vert ensuite, ou du bleu ensuite. Donc, c'est tout ce que je suppose dans la théorie, c'est qu'il y a des expériences et des relations probabilistes entre les expériences de ces agents. Et ensuite, nous devons montrer comment l'espace et le temps émergent de cela et faire des prédictions spécifiques. Les dynamiques markoviennes,
C'est le fait que la probabilité que les choses se produisent découle du dernier événement. Autrement dit, toutes les interactions se font dans le présent. Oui, Et l'événement suivant dépend de l'instant présent, mais pas nécessairement des événements précédents, c'est ça? en effet, les dynamiques markoviennes fonctionnent ainsi. Si je vis une expérience particulière en ce moment, quelle est la probabilité de ce que je vais vivre ensuite? Elles fournissent toutes ces probabilités sous forme de matrices, qui peuvent être interprétées comme des opérateurs. Autrement dit, des entités qui agissent sur l'état présent. Tout tourne autour de l'instant présent. Certains pourraient dire que les dynamiques markoviennes sont particulières car leur seule mémoire est l'état actuel. Elles ne retiennent pas directement les états passés, contrairement à d'autres modèles qui s'appuient sur une longue mémoire historique. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'ont besoin d'aucune donnée du passé. En réalité, elles utilisent une quantité finie de données issues du passé pour définir l'état présent. Autrement dit, elles ne stockent pas une mémoire complète du passé, mais elles peuvent intégrer autant d'informations passées que nécessaire pour enrichir l'instant présent. La seule contrainte est donc que ces dynamiques doivent traiter une quantité finie de données issues du passé. Mais cette quantité peut être aussi grande que nécessaire. Vous avez besoin d'un modèle basé sur 10 milliards de bits? C'est possible? 1 trillion de bits? Aucun problème. Quel que soit le volume de données passées que vous voulez inclure, il est toujours possible de construire une dynamique markovienne qui fonctionne avec cette richesse d'informations. Pour toute application pratique, un système dynamique markovien peut modéliser tout ce que vous souhaitez réellement accomplir. Mais alors, une question importante serait de comprendre comment cela se rattache à la physique. Après tout, certains pourraient considérer qu'il ne s'agit que d'une théorie fantaisiste de la conscience. Pourquoi devrions-nous la prendre au sérieux? Une théorie de la conscience est censée expliquer de nombreux phénomènes tels que l'apprentissage, la mémoire, la résolution de problèmes, l'intelligence, le concept du soi. Elle suppose l'existence d'expériences conscientes, mais son rôle ne se résume pas à affirmer qu'elles existent. Elle doit aussi expliquer les relations entre ces expériences conscientes. Et surtout, pour qu'elle soit prise au sérieux par la communauté scientifique, elle doit répondre à une question essentielle. D'où viennent l'espace et le temps? Une théorie crédible doit faire des prédictions précises. Par exemple, si vous voulez qu'on prenne cette théorie au sérieux, elle doit permettre de prévoir des résultats concrets, comme le type d'interaction entre les particules qui sont au cœur de notre compréhension des lois fondamentales de l'univers. Par exemple, la manière dont les quarks et les gluons se répartissent à l'intérieur du proton selon leur quantité de mouvement, le momentum, à toutes les échelles, définies par les variables Bjorken X et Q2, telles qu'elles sont étudiées dans les collisionneurs de particules. Les scientifiques seront très exigeants, ce qui est normal, et de ce fait, ils diront « Si vous pensez que la conscience est fondamentale, alors prouvez-le. Faites une prédiction, démontrez que vous pouvez réellement modéliser ce que nous savons déjà sur les quarks et les gluons à l'intérieur des protons, par exemple. Et ce n'est pas tout. Prenons le problème de l'interaction entre les photons et les électrons, ou tout autre phénomène physique. Pour être crédible, une théorie doit être capable d'expliquer certains processus et d'obtenir les chiffres corrects. Nous connaissons ces valeurs à 10 décimales près. Jusqu'à combien de décimales pouvez-vous être précis? C'est ce niveau d'exigence qu'une théorie de la conscience, si elle se prétend fondamentale, doit affronter. Pas de réponse vagues ou évasives. Vous affirmez que la conscience engendre l'espace et le temps? Très bien, alors prouvez-le. Nous connaissons déjà certaines réponses à 8 décimales près. Et vous, jusqu'où pouvez-vous aller? Et je suis totalement en accord avec cette exigence scientifique. Je pense que cette rigueur est essentielle et doit être appliquée. Mais il est important de préciser que, pour le moment, notre théorie ne fait pas encore de prédiction à ce niveau de précision. Nous y travaillons, et chacun peut consulter nos articles pour voir où nous en sommes. J'expliquerai volontiers nos avancées sur le sujet. Y a-t-il des choses comme la gravité ou d'autres mystères physiques spécifiques que votre théorie pourrait finir par expliquer? C'est exact. Pour que notre théorie soit prise au sérieux, elle devra montrer comment la théorie de la gravité d'Einstein apparaît. Nous devrons donc comprendre sa théorie spéciale de la relativité. Nous devrons montrer comment la théorie quantique en découle. Et nous devrons prédire toutes sortes de choses, ou expliquer aussi ce qu'on appelle la constante de structure fine en physique, qui est la force de couplage des électrons et des photons ensemble. Donc il y a toutes sortes de choses que nous devrons expliquer, et nous y travaillons. Avez-vous déjà des explications, par exemple, sur la vitesse de la lumière? Oui, c'est exact. Toute théorie qui prétend être nouvelle et plus profonde doit aller au-delà de la théorie originale. Prenons la théorie de l'espace-temps d'Einstein. Elle suppose que la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs et que rien ne peut aller plus vite. C'est surprenant, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde étrange où rien ne peut dépasser cette vitesse limite de 300 000 km par seconde. Et où, quel que soit votre mouvement, la lumière semble toujours se déplacer à la même vitesse. Mais Einstein ne l'explique pas. Il l'a simplement supposé.
Si nous voulons une théorie plus fondamentale que celle d'Einstein, il serait intéressant qu'elle puisse répondre à la question suivante. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle cette limite absolue? Et pourquoi tous les observateurs l'aperçoivent-ils de la même manière? Il se trouve aussi qu'un objet sans masse, dans l'espace-temps, doit nécessairement se déplacer à la vitesse de la lumière. C'est une conséquence de la théorie d'Einstein. Si vous n'avez pas de masse, vous n'avez pas d'autre option que de vous déplacer à cette vitesse. C'est le cas des particules de lumière, comme les photons. Dans notre propre théorie, nous commençons à entrevoir une première explication de ce phénomène. C'est une longue histoire, mais je peux en dire un peu plus à ce sujet. La première partie de l'histoire remonte aux géométries positives découvertes par les physiciens théoriciens des hautes énergies. Ces objets géométriques, situés en dehors de l'espace-temps, sont statiques. Leur structure peut être décrite à l'aide d'autres objets mathématiques appelés permutations décorées. Ils ne bougent pas. Une sorte d'outil combinatoire permettant de classer et d'organiser ces structures. Ces permutations décorées sont utilisées en physique pour prédire les probabilités de diffusion des particules dans l'espace-temps. Nous, de notre côté, avons développé une théorie des agents conscients et de leurs interactions, où la conscience est considérée comme fondamentale. Nous nous sommes alors posé la question suivante. Peut-on mapper notre théorie sur ces mêmes permutations décorées découvertes en physique? Autrement dit, les structures mathématiques qui décrivent les interactions des particules pourraient-elles aussi décrire celles des agents conscients? Nous avons testé cette idée et avons constaté que la réponse est oui. En 2023, nous avons publié un article démontrant que les mêmes structures mathématiques qui servent aux physiciens pour organiser l'espace-temps et les particules apparaissent naturellement dans notre modèle de la conscience. Cela suggère une possible correspondance profonde entre ces deux cadres et renforce l'idée que l'espace-temps pourrait être une émergence d'un niveau plus fondamental, celui des interactions de la conscience. Pour les particules de spin sans masse, il semble que les permutations décorées suffisent à elles seules pour prédire leurs amplitudes de diffusion dans l'espace-temps. Autrement dit, la probabilité qu'un certain type d'interaction entre particules ait lieu. Ce que nous avons réussi à faire, c'est montrer que la dynamique markovienne des agents conscients peut être mise en correspondance avec ces permutations décorées. En réalisant cette correspondance, nous avons découvert quelle partie de notre modèle markovien de la conscience se projette en particules. Autrement dit, les particules apparaissent comme une manifestation d'un aspect particulier de la dynamique de la conscience. Ce que nous avons trouvé ensuite est encore plus intéressant. Cette dynamique nous amène à examiner un concept appelé classe communicante récurrente. Il s'agit de sous-ensembles particuliers des noyaux markoviens qui forment des groupes de cellules interconnectées et cohérentes. Dans ces groupes, un état peut évoluer vers un autre et revenir à n'importe quel état antérieur avec une probabilité non nulle. En d'autres termes, ces éléments interagissent entre eux de manière intrinsèque et persistante, ce qui pourrait signifier que les particules, au niveau fondamental, reflètent une dynamique de communication et d'interaction propre à la conscience. Vous obtenez un ensemble d'états qui interagissent entre eux d'une certaine manière. Ensuite, il peut y avoir des sous-groupes spécifiques qui interagissent plus étroitement. Ces groupes ressemblent à des petites cliques, des petits groupes, où certains éléments communiquent intensément entre eux, tandis que d'autres groupes restent dans grande partie isolés ou n'échangent que très peu d'informations. Ce que cela nous a appris, c'est qu'il faut examiner ces classes communicantes récurrentes, des groupes d'états fortement connectés qui échangent de l'information en continu. Et ce qui est fascinant, c'est que dans certains cas, ces groupes semblent se projeter en particules dans l'espace-temps. Cela signifie que les particules que nous observons pourraient être la manifestation, dans l'espace-temps, de dynamiques plus profondes de communication entre états, se produisant en dehors de l'espace et du temps. Cela nous a conduit à des prédictions techniques spécifiques selon lesquelles la masse d'une particule n'est pas une propriété intrinsèque, mais une projection d'un concept appelé taux d'entropie. Cela signifie qu'un taux élevé d'entropie, autrement dit, des transitions fréquentes ou complexes entre états, pourrait donner lieu à ce qu'on perçoit comme une masse élevée, et donc, indirectement, expliquer l'origine de la gravité, puisque la gravité dépend de la masse. De plus, les distances spatiales et temporelles que nous mesurons seraient des projections des temps de commutation entre ces états. Autrement dit, ce que nous appelons masse, espace et temps pourrait émerger d'une structure sous-jacente, où des états interagissent et échangent de l'information selon des dynamiques précises. Ces deux prédictions, et il y en a d'autres, indiquent que certaines propriétés physiques ne sont en réalité que des projections d'aspects plus fondamentaux. Le spin d'une particule, par exemple, est une projection du déterminant de la matrice utilisée dans ces modèles. La masse est une projection du taux d'entropie des cellules communicantes. La distance entre des états dans l'espace-temps correspond au temps de commutation entre ces états. Ces deux dernières conclusions nous apprennent quelque chose de fascinant. Il existe une vitesse maximale dans cette projection, ce qui impose une limite supérieure au transfert d'informations entre états. Les objets sans masse, ceux dont le taux d'entropie est nul, ont les temps de commutation les plus rapides. Cela signifie que les objets de masse nulle doivent se déplacer à la vitesse de la lumière dans cette structure sous-jacente. En d'autres termes,
En reliant notre théorie des agents conscients aux permutations décorées, nous avons identifié des correspondances clés entre le taux d'entropie et la masse, entre les temps de commutation et la distance. Et une fois ces liens établis, un constat devient évident. Cela explique pourquoi la vitesse de la lumière est universelle et pourquoi les objets sans masse doivent toujours se déplacer à cette vitesse. C'est une indication précieuse que nous suivons la bonne piste. Et cela donne une motivation supplémentaire pour explorer encore plus loin, n'est-ce pas? C'est passionnant. C'est le moment de célébrer alors? Oui, c'est exact. Mais au bout du compte, notre objectif est de prédire avec précision les propriétés des particules, y compris leur probabilité d'interaction. Nous n'en sommes pas encore là, mais le simple fait de pouvoir expliquer ce qu'Einstein devait se contenter de supposer est une perspective assez amusante. C'est plutôt amusant. Vous savez, en tant que scientifique rigoureux moi-même, il est toujours bon de ne jamais croire en sa théorie, car il n'y a pas de théorie du tout. C'est seulement un bon modèle pour aller de l'avant et qui vaut la peine de continuer à explorer. Pour rendre cela plus simple et compréhensible, je vais essayer de reformuler. Il y a des agents conscients qui communiquent entre eux et qui créent quelque chose qui se projette dans l'espace-temps et l'interface? Oui, J'ai entendu dire que la vitesse de la lumière pourrait être en fait la vitesse de la causalité. eh bien, dans la physique standard comme en relativité restreinte, oui, ils diront que deux objets ne peuvent être causalement connectés que s'ils se trouvent dans une certaine région spécifique de l'espace-temps, appelée cône de lumière. Je vais l'expliquer ainsi. Nous ne devrions pas parler d'objets, mais d'événements. Si deux événements dans l'espace-temps sont séparés de telle manière qu'aucun signal lumineux ne peut voyager de l'un à l'autre, alors ils ne peuvent pas être en relation causale. Par exemple, si je suis assis ici sur Terre et que quelque chose se passe sur la Lune, tout ce que je fais ici mettrait environ 1 seconde pour que la lumière atteigne la Lune. Tout événement qui se produit sur la Lune pendant cette seconde n'a donc aucune connexion causale avec ce que je viens de faire, puisque même la lumière n'aurait pas eu le temps d'y parvenir. Par conséquent, certains événements sur la Lune pourraient être causalement liés à mes actions sur Terre, tandis que d'autres ne le pourraient pas. En relativité restreinte, nous avons la notion que certains événements peuvent être causalement connectés, tandis que d'autres ne le sont pas. C'est une idée intéressante, mais la question de ce qu'est réellement une cause est encore plus profonde. Qu'est-ce que la cause et l'effet? C'est une question philosophique majeure, qui devient encore plus complexe lorsque l'on plonge dans la physique quantique. Désormais, tout est probabiliste, ce qui signifie qu'il n'est plus si évident de définir ce que nous entendons par cause. Prenons l'exemple d'un photon traversant une double fente, dans l'expérience bien connue de la double fente quantique. Il existe une certaine probabilité qu'il passe par la fente de droite et une autre qu'il passe par celle de gauche. Mais si nous ne mesurons pas son passage, alors nous sommes incapables de dire par quelle fente il est réellement passé. Autrement dit, sans mesure, la question même d'une trajectoire causale perd son sens. Ainsi, la notion de cause et d'effet devient, au minimum, problématique. Il n'existe pas aujourd'hui de consensus scientifique global sur cette notion, qui semblait pourtant si évidente dans la physique classique. La conscience pourrait être la cause et l'interface l'effet? Tout à fait. L'explication classique de la cause et de l'effet en science repose sur l'idée que la matière physique engendre la conscience. Par exemple, mon activité cérébrale serait la cause de mon expérience consciente du goût du chocolat. Mais, moi, je propose l'inverse. Et si nous commencions avec une théorie où la véritable cause, ce sont les expériences conscientes elles-mêmes? Ce seraient donc les expériences conscientes qui seraient fondamentales. Dans ce modèle, ce que nous appelons espace, temps et objets physiques émergerait alors comme le résultat des interactions entre ces expériences conscientes, comme une projection. Parce que ma compréhension de la vitesse de la lumière qui serait la vitesse de causalité, c'est que la vitesse à laquelle les agents conscients interagissent serait la vitesse de la lumière, et qu'ils projettent à la vitesse de la lumière dans l'interface. Autrement dit, l'interface est produite par la conscience à la vitesse de la lumière. C'est ma compréhension, peut-être maladroite. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il y a un autre aspect de cette notion de causalité qui est assez important. C'est que dans la théorie quantique, il y a une notion d'intrication. Il existe des systèmes où les spins de particules sont corrélés. Le spin, c'est la rotation quantique, disons. Supposons que leur somme soit toujours nulle. Si l'une a un spin vers le haut, l'autre doit être vers le bas. Même si ces particules sont séparées d'1 million d'années-lumière, mesurer le spin de l'une permet de connaître instantanément celui de l'autre, sans qu'aucune connexion causale classique ne puisse expliquer ce phénomène. La non-localité. Oui, la question de la localité et de la non-localité. Absolument. C'est un aspect qu'il faut également prendre en compte. La théorie des agents conscients pourrait expliquer ce que nous appelons l'intrication quantique dans l'espace-temps.
Elle suggère que l'espace et le temps ne sont pas la réalité fondamentale. Il existerait un domaine propre aux agents conscients, où se produisent de nombreuses connexions que nous ne percevons pas dans notre interface espace-temps. Donc, si la matière n'existe pas telle que nous la percevons, cela signifie que mon corps non plus. Je n'existe pas réellement, ce n'est qu'une perception. Mais alors qui suis-je dans ce cas, si ce n'est pas ce corps? Suis-je un agent conscient? Oui, selon cette théorie, vous seriez un agent conscient, mais aussi un réseau complexe d'agents conscients. Ces agents interagissent, se combinent et forment ensemble des entités plus vastes. C'est une idée profondément contre-intuitive. Après tout, nous avons l'habitude de nous définir par des caractéristiques évidentes. Notre poids, 20 kg, 50 kg, 80 kg, peu importe. Mais cette vision remet en question cette évidence. Je m'identifie à mon corps et à mon histoire. C'est exact. Voilà ce que je suis. Un minuscule corps dans un immense espace-temps. Un minuscule objet physique au sein d'un vaste univers. Je suis donc une toute petite chose et je retourne tout cela. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas votre corps. Ce corps que vous expérimentez n'est qu'un avatar, une projection à travers un casque. Vous êtes la conscience fondamentale qui a créé ce casque. Ainsi, tout ce que nous appelons espace et temps est en vous. Au lieu d'être un petit être perdu dans un univers gigantesque, c'est l'univers lui-même qui est un aspect réduit de vous, une interface simplifiée que vous projetez. Mais en réalité, ce que fait la conscience, c'est se contempler elle-même à travers une perspective spécifique. La conscience, quelle que soit cette grande conscience, choisit de prendre une perspective pour se regarder. Et la nôtre en est une. Différentes perspectives. Innombrable. Combien de perspectives possibles? Il existe une infinité de perspectives différentes. Nous croyons observer le véritable univers, mais en réalité, nous ne pouvons l'observer que depuis un casque parmi une infinité d'autres casques. Et d'après moi, notre casque fait partie des plus basiques, peut-être même des plus limités. Il ne nous offre que 3 dimensions d'espace et une de temps. Pourquoi pas 50 dimensions? Pourquoi pas 50 milliards? Nous avons probablement l'un des casques les plus rudimentaires et simplistes. Les philosophies spirituelles parlent de la manière dont nous pouvons transcender la réalité et l'esprit pour accéder, peut-être, à la conscience. Qu'en pensez-vous? Et comment pouvons-nous faire cela? C'est exact. La plupart d'entre nous croient profondément être ce petit corps dans l'espace-temps. Nous nous sentons vulnérables. Et en tant que corps dans l'espace-temps, nous le sommes. Mais réfléchissez-y autrement. Imaginez que vous jouez à un jeu vidéo immersif, en réalité virtuelle. Vous mettez un casque, et soudain, vous voyez votre avatar dans ce monde, disons, Grand Theft Auto. Il y a 2 façons de vous percevoir dans le jeu. Soit vous dites « je suis mon avatar » et vous vous identifiez totalement à lui. Alors, si votre voiture s'écrase, si quelqu'un sort une arme ou vous attaque à l'épée, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes attaqué, directement. Et donc, vous ressentez toutes sortes de peurs et d'anxiété. Mais si vous jouez en sachant que cet avatar n'est pas vous, tout change. Ce n'est qu'un personnage de jeu. Vous pouvez juste vous amuser. S'il est abîmé, pas de souci, vous redémarrez et vous continuez à jouer. Que signifie reboot dans ce cas? Je veux dire, qu'y a-t-il après la mort? Dans le jeu, je peux simplement redémarrer avec un nouvel avatar. Si j'en ai plusieurs, je peux juste dire « Ok, donne-moi un autre avatar ». C'est ce que je voulais dire par redémarrer dans la réalité virtuelle. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est pareil. On peut soit dire « je suis mon corps », et dans ce cas, toute menace qui pèse sur lui devient terrifiante. Ou bien, on peut voir ça autrement. Et bien sûr, quoi qu'il en soit, il faut savoir jouer prudemment au jeu de la vie. C'est pourquoi nous avons aussi des émotions, C'est exact, tout à fait. pour nous comporter d'une certaine manière. À nous comporter correctement, oui. Les personnes qui ne peuvent pas ressentir la douleur meurent tôt. Donc, nous pouvons nous identifier à nos corps, et dans ce cas, nous serons remplis de peur, etc. Ou nous pouvons commencer à nous rendre compte que, non, je ne suis pas mon corps. Je suis la conscience qui crée tout ce jeu vidéo. Cet espace, ce temps, ces objets physiques, y compris ce que j'appelle mon corps. Alors bien sûr, si quelqu'un me blesse, je ressentirai de la douleur. Mais mon regard sur tout cela serait différent. Parce qu'en un sens, la mort, ça revient simplement à enlever le casque. Tout comme dans un jeu vidéo, retirer ce casque signifie quitter cet univers. Vous ne faites plus partie de Grand Theft Auto, mais votre conscience, elle, continue. Elle ne persiste pas sous la même forme qu'à l'intérieur du jeu, mais elle est toujours là. Ce que je suggère, c'est qu'à notre mort, cette projection s'arrête. Ce jeu particulier prend fin, mais ça ne signifie pas que la conscience cesse d'exister. Et ça, c'est une des conséquences fascinantes de cette vision. Et si je suis la conscience fondamentale et que je crée mon monde, qu'est-ce que je peux encore créer? Jusqu'où puis-je utiliser mon pouvoir créateur? Quelle est réellement l'étendue de ce pouvoir créateur? Et ai-je le libre arbitre de créer ce que je veux voir apparaître dans cette interface?
Oui, donc, les mathématiques sur lesquelles nous travaillons actuellement suggèrent qu'il n'existe aucune limite au nombre d'interfaces et aux différentes variétés d'interfaces qui pourraient être calculées. Et ce n'est pas seulement une question d'infini. Il s'avère qu'il existe plusieurs types d'infini. Un mathématicien, Gregor Cantor, a découvert à la fin des années 1800 qu'il n'existe pas un seul infini, mais une infinité d'infinis, certains plus vastes que d'autres. Ainsi, le travail que nous faisons aujourd'hui n'explore que les premiers niveaux de ces infinies possibilités. Et c'est déjà beaucoup pour moi en ce moment. Si nous abordons la question de la conscience unique, il semble que notre modèle doive évoluer pour inclure toute la hiérarchie des infinis de Cantor, et même au-delà. Mais ça ne se fera pas cette semaine, c'est certain. Ce que vous êtes transcende totalement tout ce que nous pouvons concevoir dans cette interface. En d'autres termes, nous avons tendance à penser qu'il ne faut pas être égoïste et trop centré sur soi-même. Et c'est vrai tant que vous vous identifiez à votre avatar. Mais si vous lâchez prise et que vous vous demandez « Qui suis-je vraiment ?», alors il devient impossible de penser en termes limités. Il n'y a pas d'ego dans cette perspective, car vous réalisez que toutes les autres personnes avec qui vous interagissez ne sont que des avatars différents d'une seule et même intelligence infinie. Il ne s'agit plus d'être meilleur ou pire qu'un autre, mais de reconnaître que nous sommes tous cette même intelligence sous différentes formes. Dans certaines traditions religieuses, on dit « aime ton prochain comme toi-même », et intuitivement, cela semble ne pas faire sens. Mais en réalité, la raison de cette pensée est que ton prochain, c'est toi-même. C'est pourquoi aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même à travers un autre avatar. Parce que vous dites que de nombreux agents conscients forment une seule conscience. C'est exact. Ou alors ce que je pourrais appeler le tout. Car il se trouve que nous avons des mathématiques qui décrivent comment les agents conscients peuvent se combiner. Et lorsque nous parlons d'unité, nous avons tendance à penser qu'ils pourraient s'assembler jusqu'au sommet, où il n'y aurait qu'un seul tout. Mais en réalité, c'est bien plus intéressant que cela. Lorsque vous observez comment les agents se combinent, vous découvrez une infinité de façons dont ils peuvent s'unir. Et cela ne s'arrête jamais. Il est possible d'aller dans une infinité de directions. Au départ, mon idée naïve de ce que nous pourrions appeler Dieu était qu'au sommet de tout cela, il n'y avait qu'un seul point ultime. Mais en fait, d'après les mathématiques que nous développons avec la théorie des agents conscients, c'est une vision trop simpliste. En fait, il existe une logique non booléenne ou non binaire de combinaison des consciences, c'est-à-dire une logique plus subtile et plus complexe que le simple vrai ou faux, ce qui rend Dieu infiniment plus complexe et fascinant que l'idée d'un simple point au sommet et au-dessus de tout. Oui, bien plus intéressant. Donc, quel pouvoir avons-nous en tant qu'agents conscients dans la vie réelle ? Quel était mon potentiel en tant qu'être humain ? C'est une excellente question. Tout d'abord, je dois faire preuve d'humilité et dire que je travaille sur cette théorie, mais je suis comme tout le monde. La plupart du temps, je m'identifie à mon corps. Je pense que je suis mon avatar. J'ai mes propres peurs et toutes ces choses qui m'empêchent de dormir la nuit. Donc, je ne suis pas un saint et je ne suis pas un être éclairé. Je suis un humble scientifique qui essaie simplement de comprendre ce que disent les mathématiques. C'est tout. Je n'ai donc aucun super pouvoir pour être très très clair. Je ne peux pas me guérir moi-même. Je ne peux pas marcher sur l'eau, rien de tout cela. Cela dit, la théorie stipule que si je lâche vraiment prise de mon identification avec mon avatar... Dissolution de l'ego ? Oui, une dissolution de l'ego. Alors je pourrais effectivement avoir des pouvoirs illimités. Illimités, infinis. Bien plus que ce que je peux imaginer à ce jour. Car mon imagination est quelque peu restreinte par le fait d'être à l'intérieur de cette interface. Et la seule façon de se libérer de cette restriction serait accessible par le biais de la méditation. Du moins, dans un état où vous laissez aller tous les concepts, toutes ces idées qui ne sont que des limitations de ce que vous êtes réellement. Donc la représentation dans votre esprit, à travers des concepts. En fait, la seule façon d'embrasser pleinement votre potentiel infini est d'abandonner toute idée de ce qu'il pourrait être. Ne pensez plus en termes de limites. Toute conception que vous avez de vous-même sera toujours infiniment plus restreinte que ce que vous êtes dans votre essence. Un auteur et mystique anglais disait « Vous êtes exprimé ou manifesté dans la réalité par votre conscience. Et votre expression est toujours ce dont vous êtes conscient d'être. » Est-ce que cela pourrait être vrai ? Comme si le simple fait d'être conscient d'être ou d'une chose, si je la conceptualise, si je l'imagine avec mon esprit ou mes émotions, alors elle prend forme et s'exprime dans ma réalité ? Parce que vous croyez que ce que vous ressentez, ou vous croyez que c'est une chaise, et donc vous voyez la chaise. C'est quelque chose comme ça ? En réalité, tout ce que vous percevez en ce moment, c'est vous qui le placez là. Le monde que vous voyez, les tables, les chaises, le soleil, la lune, c'est vous qui le modélisez. La plupart des gens pensent que le soleil et la lune existent indépendamment de notre regard. Mais moi, ce que je dis, c'est que non. C'est vous qui les placez dans votre réalité. Donc vous créez le soleil,
la lune et tout ce que vous percevez. Ce que vous faites en tant qu'agent de conscience est fascinant. Je pense aussi que vous pourriez même un jour être capable de modifier la façon dont vous voyez ce monde physique. Comment? Je ne sais pas encore. On sait qu'il existe certaines façons de le faire, comme en utilisant des substances qui modifient la perception, mais ça change nos perceptions d'une manière qui ne nous est pas très utile pour l'instant. Je pense au cubisme, l'interprétation bayésienne de la mécanique quantique. Oui, le bayésianisme quantique. Oui, et aussi au cerveau bayésien. Et ces deux théories parlent de la manière dont nos croyances, nos anticipations sur ce qui pourrait arriver, influencent ce qui se produit réellement. La façon dont nous concevons et croyons les choses intérieurement a un impact sur la réalité. C'est ça, c'est exact. Et en ce moment même, je vois une chaise là-bas parce que je suis en train de la créer. La chaise n'existe pas tant que je ne la place pas dans ma perception. Elle est là lorsque je la crée, et elle disparaît lorsque je ne la crée plus. Donc oui, tu es en train de créer tout ce que tu vois. Parce que vous pensez que ce que vous ressentez ou ce que vous croyez être une chaise est vrai, alors vous voyez la chaise, c'est quelque chose comme ça? Oui, c'est exact. On touche ici à la nature de nos modèles de perception, notamment au modèle bayésien. L'idée classique derrière ces modèles est qu'il existe une vérité physique là dehors. Notre cerveau élabore des hypothèses sur ce qui pourrait exister, en se basant sur les informations sensorielles qu'il reçoit, par exemple à travers nos yeux. Ensuite, nous utilisons ce qu'on appelle l'inférence bayésienne pour deviner, estimer ce qu'est la réalité. Beaucoup parlent d'inférence bayésienne en supposant qu'il y a un monde physique bien réel à l'extérieur et qu'il existe bel et bien une chaise. Grâce à l'inférence bayésienne, on peut alors estimer avec précision sa distance et sa forme. Mais selon mon point de vue, l'approche bayésienne est différente. Je ne dis pas qu'il y a une chaise là-bas avant que tu ne la mettes là. Il n'y a donc rien à estimer. Il n'y a pas de chaise à deviner. En réalité, peu importe ce qu'elle est, c'est peut-être plus proche d'un Twitterverse. Un espace où tous ces agents conscients interagissent, envoyant et recevant des expériences. Un peu comme dans le Twitterverse. L'espace et le temps sont comme un petit casque que certains utilisateurs de Twitter utilisent pour capter ce qui est tendance et comprendre ce qui s'y passe. Ainsi, selon ce point de vue, tout ce que je vois à l'intérieur de l'espace et du temps, c'est moi qui le crée. Parce que je crée cela comme un simple casque de réalité virtuelle pour m'aider à interagir avec le domaine de la conscience. Donc, en un sens, oui, vous créez l'univers en ce moment. Vous créez tout l'univers depuis ce point de vue. Et cela vous révèle quelque chose sur votre puissance. Vous créez même le soleil, avec toute sa fusion nucléaire. Tu le fais apparaître comme s'il y avait un soleil. Donc tout ce qui t'impressionne, eh bien selon ma théorie, c'est toi qui le fais apparaître. Et tu le fais spontanément. Tu n'es pas moins que cela. Et tu ne devrais pas avoir moins de respect pour toi-même, ni moins d'émerveillement envers toi-même. En réalité, tu ne pourras jamais être assez émerveillé par qui tu es, car tes capacités sont infiniment plus grandes que tout ce que nous pouvons percevoir autour de nous en cet instant. Selon vous, pouvons-nous apprendre à développer ces capacités? Oui, mais c'est une manière d'apprendre qui est différente de celle qui consiste à aller à l'école ou à lire des manuels. Vous voyez? Bien sûr que vous pouvez apprendre. Je suis professeur, j'ai enseigné à de nombreux étudiants. Et je leur dis toujours, lisez vos manuels, assistez aux cours, faites vos devoirs. C'est une connaissance importante. Mais il existe un autre type de savoir qui transcende tout cela. Il s'agit de ce qui se passe lorsque vous laissez tomber tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez, tous les concepts que vous possédez et que vous vous contentez d'être. C'est à ce moment-là que vous vous rapprochez le plus du pouvoir infini que vous êtes vraiment. Mais ensuite, lorsque vous tentez de mettre des mots là-dessus, vous faites un pas en arrière. Vous revenez à une approche plus intellectuelle. Vous êtes l'infini, et pourtant vous retournez à cette description finie. Comment entre-t-on dans cet état d'être, cette sensation infinie, ou encore ce silence? C'est quand on lâche les pensées et tout le reste. Comment faites-vous? Par la méditation? Peut-on vraiment faire cela? Peut-on entrer dans ce domaine de la conscience et de l'être? Oui. Eh bien, je devrais d'abord dire que c'est rare. Je peux vous dire à quels enseignants spirituels j'accorde ma confiance. Cela dit, je suis avant tout un scientifique, pas un enseignant spirituel. En me basant sur la science, j'ai écouté divers enseignants spirituels et j'ai prêté attention à ceux dont les propos concordent vraiment avec la science. Donc ce que j'en retire, c'est que c'est contre-intuitif. Vous êtes cette intelligence infinie et donc ce n'est pas quelque chose que vous devez atteindre. Vous êtes déjà cette intelligence infinie. La véritable question est, pouvez-vous être pleinement dans cet état, ici et maintenant? Ce n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à reconnaître dans l'instant. Pouvez-vous simplement lâcher toutes vos pensées et entrer dans un état de pure présence, sans mentalisation? Un état où vous êtes juste là, conscient, alerte, peut-être en fermant les yeux
et en ressentant simplement la présence de votre corps. Mais le but est de lâcher prise sur toutes les pensées, et vous verrez que ce n'est pas facile à faire. L'une des façons les plus simples d'y parvenir est de se dire « Je me demande quelle sera ma prochaine pensée », puis d'attendre, et ça semble fonctionner. Lorsque je fais cela, je me retrouve assis, là, pendant plusieurs secondes, sans aucune pensée. C'est un espace merveilleux, un état d'être. Je me demande alors quelle sera ma prochaine pensée, et alors, je reçois un petit aperçu de ce que ça signifie être moi, sans le voile des concepts qui s'interposent entre moi et ma véritable nature. C'est ma propre conscience prenant conscience d'elle-même, sans l'écran des pensées, ni le filtre des perceptions. C'est une pure présence de la conscience à elle-même, contrairement à une conscience tournée vers les objets ou les concepts extérieurs. Mais si nous sommes des agents conscients, si nous sommes ces expériences conscientes, pouvons-nous nous débarrasser de nos perceptions? Ou est-ce autre chose? Eh bien, c'est un autre point très profond, mais il ne faut pas oublier que ma théorie des agents conscients n'est qu'une théorie. Finalement, c'est juste un autre ensemble de concepts. Alors, qu'est-ce que je fais ici? On pourrait croire que je me contredis. Je dis qu'aucun concept ne peut réellement définir qui vous êtes, et en même temps, je vous expose cette vision fascinante sur une série de concepts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe. Vous transcendez tous les concepts, ce qui signifie que vous dépassez aussi ma théorie des agents conscients. Et vous ne la dépassez pas juste un peu, mais infiniment. Il n'y a pas de limite. Ce dont il est vraiment question ici, c'est ce que nous avons déjà évoqué. D'une manière ou d'une autre, cette conscience infinie a besoin de se contempler à travers différentes perspectives. Ou peut-être que c'est simplement par plaisir, peut-être que c'est juste pour le jeu. Tu es l'infini, il n'y a aucune limite. Alors, tu explores sans fin toutes tes possibilités. Peut-être que c'est ça, je prends plaisir à me regarder à travers cette expérience et même à me perdre en elle. Donc au départ, je pense être simplement mon avatar. J'avance ainsi, et il semble que toutes sortes d'événements désagréables se produisent. Mais lorsque je meurs, je retire simplement le casque, et j'ai appris quelque chose. J'ai passé un bon moment. C'est une manière de voir les choses. Une autre perspective serait que c'est peut-être la seule façon pour l'intelligence infinie de se connaître elle-même. Elle ne peut se reconnaître qu'en explorant un nombre infini de perspectives, et nous sommes ici, perdus dans l'une d'elles. Et probablement l'une des plus basiques, soyons honnêtes. C'est pour ça que je disais que ce casque est l'un des plus rudimentaires possibles. Donc, ma théorie n'a rien de définitif. C'est juste un petit pas, comme toute théorie scientifique en construction. Donc, si je vais dans ce domaine, peut-être que j'ai accès à des inspirations ou des idées que je peux ensuite mettre dans mon monde. Absolument. Les intuitions et tout ça. Oui, si vous êtes un artiste, que vous soyez un musicien, un compositeur. Nous appelons cela l'état de flow. L'état de flow, absolument. Alors bien sûr, il faut faire ses devoirs, il faut s'entraîner et pratiquer. En tant que professeur, je dirais toujours à mes étudiants qu'ils doivent étudier et apprendre. Mais il s'agit de ne pas être prisonnier de cela. Faites ce que vous avez à faire, développez vos compétences, puis apprenez à les mettre de côté. Détachez-vous de tout ce que vous avez appris et entrez dans un silence total. C'est là que naissent mes meilleures idées. Admettons par exemple que je n'ai jamais étudié le violon. Eh bien, si vous me donnez un violon, je peux entrer dans le silence et connecter à cette intelligence infinie. Mais je ne serai pas capable de jouer pour autant. Je n'y suis pas habitué, et de ce fait, je ne produirai que des grincements sur le violon. Donc, si vous ne faites pas vos devoirs, ça ne fonctionnera pas. Mais dans les domaines où vous avez pratiqué, alors oui, entrer dans le silence vous ouvre à votre intelligence infinie. Au lieu de percevoir la réalité à travers une minuscule fente, vous devenez le torrent déchaîné de la réalité. Et les idées affluent. Toutes les meilleures idées issues de mes recherches, elles ne sont pas venues de moi. Elles sont venues parce que, d'une certaine manière, j'ai lâché prise et me suis laissé traverser. Votre vous conscient. Oui, la conscience. Mais la raison pour laquelle nous faisons tout ce travail, tout cet apprentissage, c'est que lorsque nous revenons à nous-mêmes, nous disposons des concepts nécessaires pour comprendre l'intuition que nous avons reçue. Et nous pouvons donc l'exprimer à notre manière. Si je n'ai pas fait mes exercices de pratique sur mon violon, alors même si je reçois une intuition sur la manière de jouer quelque chose de merveilleux, je ne pourrai pas l'articuler. Tout simplement parce que je n'ai pas acquis l'ensemble de concepts ou de compétences nécessaires pour le faire. Dernière question. Je dois en choisir une bonne. Quel serait l'impact sur la société et sur nos vies si nous adoptions cette nouvelle manière de penser, si nous entrons dans ce nouveau paradigme dans les différentes dimensions de notre existence et aussi pour nous-mêmes? C'est une excellente dernière question. Eh bien, cette vision du monde est radicalement différente de notre perception habituelle. Dans notre vision standard, l'espace et le temps sont considérés comme fondamentaux.
Nous sommes de petits objets évoluant dans cet espace-temps, en compétition pour des ressources limitées. Et si c'est un jeu où nous sommes en concurrence, alors pour gagner, je dois m'assurer que vous perdiez. Nous sommes donc enfermés dans un système de rareté, où la compétition engendre la guerre et le conflit. Mentalité de manque et de peur. C'est exact. La peur, le manque et la peur, et l'hostilité, et les groupes, l'exclusion, tout cela repose sur une illusion. Mais cet autre point de vue affirme que non, vous êtes l'intelligence infinie. Et la personne avec qui vous interagissez est en réalité vous-même, mais avec un autre avatar, une autre apparence. Ainsi, en interagissant avec elle, vous interagissez avec vous-même. Et alors vous traitez cet avatar comme vous aimeriez vous traiter vous-même. Lorsque vous voyez vraiment les autres comme une extension de vous-même, un processus s'enclenche. Vous commencez à juger de moins en moins, et à vous juger vous-même de moins en moins. Le jugement est une illusion. Se juger soi-même vient de l'illusion que vous êtes ce petit objet physique. Juger les autres est une illusion. Si vous savez ce qu'ils sont vraiment, alors vous voyez l'intelligence transcendante. Peu importe leur apparence, même s'ils semblent être un sans-abri ivre au coin d'une rue. Perdus dans leurs histoires d'ego. Oui, c'est exactement ce à quoi ils ressemblent, et nous pourrions ainsi être tentés de les juger en conséquence. Mais en fait, ils ne sont rien d'autre que l'intelligence infinie, en exploration. Et donc, vous commencez à avoir de la compassion pour vous-même, pour les autres. Maintenant, élargissons la perspective au niveau global et économique. Si nous comparons le communisme et la libre entreprise, sur le papier, le communisme semble idéal. Chacun reçoit selon ses besoins, chacun donne selon ses capacités, pas de propriété, pas de compétition. À l'inverse, la libre entreprise repose sur la loi du plus fort. Les entreprises s'affrontent, la plus faible meurt. À première vue, le communisme paraît plus juste et la libre entreprise plus cruelle. Mais lorsqu'on les a réellement testés au XXe siècle, le communisme s'est effondré. C'était une catastrophe. La libre entreprise, malgré ses défauts, a offert un niveau de vie plus élevé. Pourquoi ? Parce que tant que nous nous identifions à nos avatars individuels, nous voyons les autres comme des étrangers, des concurrents. Mais si nous comprenions vraiment que notre voisin est nous-mêmes, que nous sommes un seul et même être, alors le communisme pourrait fonctionner. Nous coopérerions naturellement, car en donnant à l'autre, je me donne à moi-même. Il n'y aurait plus d'égoïsme. Oui, il y a une condition pour que le communisme soit juste. Exactement. Si nous comprenions vraiment que notre voisin est nous-mêmes avec un autre avatar, alors le communisme fonctionnerait naturellement, et nous n'aurions plus besoin de la libre entreprise. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et attention, je veux être très très clair. Je ne prône pas le communisme. Tant que l'humanité, ou au moins une majorité, ne reconnaît pas profondément. Et ne se contente pas de le dire, mais le vit pleinement. Que l'autre est soi-même, alors le communisme ne pourra pas fonctionner. Le jour où cette reconnaissance sera réelle, alors oui, le communisme pourra exister. Mais pas avant. Donc, cela nécessiterait une éducation de nous-mêmes. C'est exact. Lorsque le communisme fonctionne réellement et que les gens sont heureux d'aider les autres parce qu'ils s'aident eux-mêmes et qu'ils savent qu'ils s'aident eux-mêmes en aidant les autres, alors nous saurons que cet état de conscience de qui vous êtes vraiment est en quelque sorte un état permanent et pas seulement un état éphémère. Comme cet état, de quelques secondes ou d'une minute, dans lequel vous vous demandez quelle sera votre prochaine pensée. Je pense qu'alors, on pourrait se libérer des pensées et commencer à entrer dans ce domaine où l'on transcende notre identité d'avatar. Et vous parlez d'amour. C'est ça. S'aimer les uns les autres. Exactement. C'est en fait s'aimer les uns les autres parce que, en réalité, vous réalisez que l'autre, c'est vous-même. Donc vous vous aimez vous-même. Tout est question d'amour, en fait. Oui. J'aime penser de cette manière. En fin de compte, l'amour signifie simplement reconnaître que l'autre est toi-même. Merci infiniment, Don. Merci beaucoup, Sarah. J'espère que vous aurez de nouvelles inspirations et que vous avancerez dans votre théorie. Je pense que nous devons impérativement avancer et nous éduquer sur ce sujet et sur ce que cela implique. Merci encore. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. Si ce contenu a résonné avec vous, ne partez pas sans liker, partager ou vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et c'est vraiment un soutien de taille pour la chaîne et aussi pour diffuser ces idées puissantes au monde entier. Merci à tous pour votre écoute, merci pour vos commentaires et à très bientôt avec d'autres interviews et d'autres podcasts sur Supra Sapiens.